Et si la mort de nos proches n'était pas la fin du dialogue? Et si les êtres qui nous ont quittés continuaient à évoluer à nos côtés? Dans ce nouveau podcast, on plonge dans un récit aussi bouleversant qu'inattendu, celui de Vincent Terrien. Un homme qui n'a pas cherché à parler à son père décédé, mais qui pendant plusieurs nuits, à 3 heures précises du matin, a été réveillé par sa voix. Alors pendant plusieurs semaines, Vincent a vécu un échange de conscience à conscience avec un père disparu, mais pourtant bel et bien encore présent à ses côtés. Il est venu lui parler depuis l'au-delà pour une chose, réparer une relation qui avait toujours été très difficile. Alors comment vivent les défunts après leur mort? Sont-ils eux aussi dans un chemin de transformation? Et nous, sur Terre, comment pouvons-nous à la fois les aider, mais aussi être aidés à notre tour? Voilà les grandes questions qu'on va se poser durant cette nouvelle émission. Bienvenue à la croisée des mondes, on s'éveille ensemble à notre dimension spirituelle et aujourd'hui on va parler de la mort, de l'au-delà et surtout de notre relation aux défunts parce qu'il se pourrait bien, comme le disait Victor Hugo, que les morts ne soient pas des absents mais des invisibles et ça change beaucoup de choses. Bienvenue dans ce nouveau podcast d'Inexploré, on est ensemble pour une petite heure. Je suis Sébastien Lély, cofondateur et directeur d'Inexploré et je suis très heureux d'accueillir Vincent Terrien. Bonjour Vincent. Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir. C'est un Alors tu es, plaisir. auteur, journaliste, entrepreneur et tu as longtemps évolué dans un univers plutôt cartésien jusqu'au jour où la mort de ton père a bouleversé justement tes certitudes et c'est ce que tu racontes dans ton livre «Vie sans crainte, c'est encore mieux après» aux éditions, Jouvence. Avant de nous raconter ces vécus subjectifs de contact avec ton père, décédé, est-ce que tu peux déjà nous raconter un petit peu comment tu as grandi à ses côtés? Quelle enfance tu as eue? Et qui tu es et où tu en étais avant de vivre cette expérience? Je suis en fait, un ex-journaliste qui a démarré peut-être un des derniers qui a démarré sur le tard puisque j'ai fait très peu d'études. J'ai démarré à 19 ans et donc ma première «carrière» entre guillemets professionnelle était dans la presse écrite et puis après je me suis orienté vers l'internet, j'ai fait des investissements dans ce domaine et dans l'immobilier et cetera et j'ai aussi parallèlement eu une activité de peintre, professionnel. Voilà. Pour ce qui concerne ma relation avec mon père, bah, écoute, elle était en fait, ça a été une relation depuis l'enfance, la plus petite enfance, une relation extrêmement, difficile pour résumer. Mon père était un industriel, dirigeant d'entreprise, un homme difficile, très très charmant, très charmeur à l'extérieur, mais extrêmement difficile, en famille et dans sa vie, personnelle. Nos relations étaient, on va le dire simplement, mais c'est assez décrit dans le livre, globalement épouvantables. Mais, cela dit, je m'en suis quand même occupé à la fin de sa vie puisque je l'ai accompagné, dans les dernières 2 semaines avant son départ, uniquement parce que, bah, il y avait une relation de proximité géographique qui faisait que j'étais le seul à pouvoir vraiment l'accompagner. Et puis peut-être aussi, inconsciemment, mais j'en avais vraiment pas conscience à ce moment-là, peut-être que, ceci préparait cela, je ne sais pas. C'est ce que j'ai pensé après, peut-être qu'il y a eu pendant cette période, où il était encore vivant, quelque chose qui a permis ce qui s'est passé après se produise. Voilà, mais ça c'est je ne sais pas. Et justement, comment se passent alors ces dernières semaines pour contextualiser un petit peu le moment de son décès? Mais les dernières semaines, mon père est très malade, hein, il a un triple cancer, voilà, bon, il est en fin de vie. Il m'a confié l'ensemble de ses affaires pour que j'assure la continuité et éventuellement sa mise, s'il le fallait, son départ dans un centre d'assistance en soins palliatifs. Bon, en fait, il a tout préparé, mais je sens qu'il veut vraiment terminer dans son appartement et on va faire en sorte qu'il termine dans l'appartement. Voilà. Mon père a ce que on peut peut-être juste resituer un peu les choses. Il est, de religion catholique, il a été pratiquant parce que, voilà, pratiquant, sans plus, mais pratiquant, réellement pratiquant, sans se poser de questions, je dirais. Il a un frère qui est, c'est important, curé,
qui sera d'ailleurs curé à Notre-Dame, jusqu'à un moment de sa retraite et qui est aujourd'hui un homme âgé, mais qui a toute sa tête, 96 ans de mémoire, et avec lequel mon père va partir fâché. Pour plein de raisons, mais notamment, on a eu des différends très forts sur le plan, croyance, religion et cetera. Ben, mon père, à la fin de sa vie, s'est posé des questions concernant sa religion et son adhésion, je dirais un peu sans réflexion à sa religion. Il a remis en cause beaucoup de choses et il s'est ouvert à un questionnement spirituel, que j'ai constaté dans les dernières semaines pendant lesquelles je l'ai accompagné. Et puis justement, un jour, ton père, décède et se pose la question, des obsèques qui déjà n'est pas une mince affaire, hein. Quelles sont les problématiques auxquelles, tu es confronté pendant ces obsèques? Parce que c'est finalement à ce moment-là, quelques temps après que tu vas avoir ce premier contact avec ton père décédé. Oui, alors, oui, effectivement, il y a un contexte, bon, qui est celui des familles habituelles. On se retrouve, 3 jours après le décès de mon père, on se retrouve avec ma sœur aînée, mon oncle curé, le mari de ma sœur aînée qui est général 5 étoiles, donc pas le genre à qui on l'a fait, dans dans l'appartement à 20:00, un dimanche soir, pour parler de la préparation des obsèques. Bon, je suis le seul à savoir que mon père a laissé, des intentions sur une lettre écrite Mmh. et que je possède. Et donc on commence à discuter de l'organisation et je sens que ça va être un problème parce qu'en fait, mon père a clairement dit qu'il ne souhaitait pas que ça soit son frère, curé, qui célèbre sa messe. Donc bah, la discussion s'engage sur la préparation et à un moment donné, évidemment, il faut parler de qui va célébrer, comment et cetera. Et lorsque ma sœur propose donc à mon oncle de célébrer, je lui dis: «Beh oui, je suis très embêté parce qu'en fait, notre père a laissé des intentions précises à ce sujet et elles sont sur une feuille». Je me lève, je vais chercher la feuille dans son bureau. Je reviens, je me dis: «Ah, ça va être compliqué» et il y a effectivement le nom d'un moine, complètement inconnu de la famille, dans le sud de la France, que mon père avait désigné pour célébrer ses obsèques. Voilà, je reviens dans le salon et j'annonce ça. Alors il y a un coup, je sens mon oncle voilà, qui blêmit un peu, hein, et ma sœur qui dit: «Bah, on va puisqu'il y a un téléphone, un mobile, on va l'appeler. Appelons ce moine» et on l'appelle et il répond tout de suite, ce qui est quand même assez étonnant, un dimanche à 20:00 et là, on tombe sur un moine qui n'est pas un moinillon, hein, bon, on sent que c'est un monsieur âgé, fatigué et cetera et qui nous explique qu'il est très touché, mais qu'il ne pourra pas venir parce qu'il est malade et qu'il ne peut pas revenir à Paris. Il est dans le sud de la France, c'est trop loin pour lui et cetera. Bon, pour moi, la messe est dite, hein, en gros, bah, c'est mon oncle qui va célébrer, il y a pas de problème, puisque moi j'ai assuré ce qu'on m'avait demandé d'assurer, mon père il m'avait assuré, c'est de la dernière volonté, mais je peux pas faire plus que ce qu'il me demande et donc pour moi l'affaire est bouclée. Bon, on parle de tout le reste et cetera. Je rentre chez moi, j'étais un peu fatigué, je me couche assez tôt et je suis brusquement réveillé, à 3 heures du matin, pétante, par une voix qui me dit: «Je ne suis absolument pas satisfait de la façon dont se préparent mes obsèques». Alors je me dis: «Vincent, tu fatigué, 3 jours que ton père est décédé, c'est compliqué, bon». Et je me dis: «Je vais m'endormir, ça va passer». J'ai dû avoir un délire, enfin bon, je suis quand même en sueur, hein, j'ai un espèce de truc et pratiquement immédiatement, j'entends: «Tu iras demain à la première heure à Saint-François-Xavier». Saint-François-Xavier, c'est la paroisse qui est juste à côté, à laquelle on doit célébrer ses obsèques. «Tu iras voir le curé et tu lui demanderas qu'il désigne quelqu'un d'autre pour célébrer mes obsèques». Bon, alors là, je suis en sueur, je regarde, dans la pièce, je suis, célibataire à l'époque, donc je suis seul dans ma chambre et je fais je regarde, je me dis: «Attends, ça il y a un truc qui va pas». Tu es en train de délirer complètement, bah, je suis quand même, si vous voulez, ce qui me sidère, c'est le ton. Mmh. C'est mon père nous parlait comme ça. Mon père avait un ton Assez autoritaire. d'autorité, affirmé, et il ne parlait jamais doucement, délicatement, gentiment. Non, il parlait toujours sur ce ton et là, je reconnais son ton. Il y a pas de mystère, c'est son ton. Bon, je le reconnais, mais je me dis, là, je vais être un petit peu cash. Mon père m'a fait chier toute ma vie. C'est pas maintenant qu'il va continuer, alors qu'il est plus là, on va continuer à me faire chier. Bon, donc je me dis: «Vincent, tu te rendors, ça ira mieux demain, demain sera un autre jour» et voilà et je me rendors parce que j'ai le sommeil assez facile, donc je me rendors et à 7 heures du matin, je suis à nouveau brusquement réveillé, mais il y a pas de voix, mais je sens qu'il faut que j'y aille. Je me Mmh. dis: «Bon».
OK, c'est pas loin, je vais y aller, je vais aller voir, je vais aller à Saint-François-Xavier, au presbytère, je vais aller voir le curé, on verra bien ce qui se passera. De toute façon, c'est lundi matin, il y aura personne à mon avis, les curés se reposent et cetera. Voilà comment ça commence. Alors, peut-être que je voulais dire aussi en préambule, hein, c'est parce que c'est un point important, c'est que je n'ai aucune qualité médiumnique. Je ne cherche absolument pas, à avoir des contacts avec les défunts et j'ai jamais cherché à en avoir parce que je pense que, dans ce domaine, il vaut mieux, laisser les défunts là où ils sont. Voilà, chacun a sa place. J'ai jamais cherché quand j'étais jeune à faire tourner des tables, ou ce genre de choses parce que j'ai toujours pensé que, faire tourner des tables et c'était peut-être offrir des portes d'entrée à des esprits ou des présences, qu'on n'avait pas forcément envie de revoir. Donc voilà, pour situer un peu les choses, ça ne m'intéresse pas, chacun a sa place, les morts à leur place et donc je ne cherche pas et surtout avec mon père, je ne cherche absolument pas le contact avec lui. Oui, donc on peut vraiment parler d'un contact, pardon, subjectif et vraiment spontané finalement. Hem, quelle émotion, en fait, dans quelle émotion tu te trouves? Est-ce que c'est, l'hésitation, le doute, la peur, la sidération, la colère aussi? Parce que tu disais effectivement que ton père, était assez autoritaire et il revient aussi avec, certaines injonctions. Comment tu vis ces premiers contacts? Beh, c'est paradoxal parce qu'en fait, bon, je suis dans l'émotion, hein, mais c'est 3 jours après le décès de mon père, donc forcément, même si on a eu avec ses parents, son père, sa mère, je sais pas, des relations difficiles, c'est quand même mon père et il vient de décéder. Donc je suis, dans une phase forcément très de sensibilité exacerbée. Donc je me dis: «C'est peut-être ça» et après tout, bon, ben, voilà, je suis à fleur de peau en ce moment et puis il y a le stress de la préparation des obsèques, enfin il y a tout ça donc bon et puis en même temps, bon, intuitivement, j'ai toujours pensé que c'était possible qu'on ait un contact avec les défunts, que ça puisse arriver. Je ne l'ai jamais renié ou nié ou je me dis: «C'est possible». Bon, moi je ne le cherche pas, mais si ça peut arriver, si ça doit arriver, peut-être que c'est une réalité, j'en sais rien. Bon là, ça me tombe dessus quand même, de façon très claire. Il y a pas d'équivoque. C'est-à-dire très rapidement, je sens qu'il y a pas d'équivoque, mais je ne le veux pas. Mmh. Je ne veux pas avoir de dialogue avec mon père, Ah, c'est ça ça un ne contact m'intéresse pas. souhaité, en fait. C'est un contact, Comment? provoqué par lui, si je puis dire. C'est lui qui déclenche le contact, ça c'est clair. Moi, je ne l'ai pas cherché, au contraire, hein. Pour moi, c'était vraiment une affaire «bouclée» entre guillemets, bon voilà, il est décédé, il est décédé. Mais, mais alors ce qui va se passer, il y a plusieurs choses qui vont se passer. C'est que, concernant mon déplacement, au presbytère, d'abord, j'arrive un lundi matin à 8h. Je tombe sur, la personne qui, assure l'accueil, une femme qui assure l'accueil qui me regarde avec des gros yeux en me disant: «Ouais, vous savez», je lui explique que je viens voir le curé, elle m'a dit: «Mais vous verrez personne le lundi matin à 7h. Vous savez, les curés ont célébré tout le week-end, il y a personne». Elle a pas fini sa phrase, qu'arrive derrière moi le curé et là, je sens qu'elle blêmit et qu'elle se dit: «Ouh, c'est quand même curieux, hein». Bon, je vois le curé qui accepte de me parler tout de suite. Il connaissait mon oncle, donc entre curés, ils se connaissent souvent et donc il m'explique: «Bon, OK, je comprends la situation, je vais vous envoyer quelqu'un qui vous contactera» et cetera. Bon, l'affaire est bouclée et il me dit: «Moi, je me débrouille, avec votre oncle, je l'appellerai, pour lui expliquer la situation et il co-célébrera, mais il ne sera pas, célébrant en 1 en 1 titre». OK, bon, pour moi, je me dis: «L'affaire est bouclée», mais quand même, je me dis: «Mon père, encore une fois, a eu gain de cause». Et gain de cause, alors qu'il est plus là. Donc Mmh. ça me ouais, ça quand même, ça me perturbe, hein. Hein. Et alors ça va me perturber d'autant plus que, la nuit suivante, c'est-à-dire tous les jours, à la même heure, à 3h du matin, ça reprend Mmh. et un dialogue commence à s'enchaîner. Un dialogue que je ne veux pas, au Mmh. départ. Je ne le veux pas, mais très rapidement, c'est ce qui va me faire changer d'avis, c'est que je comprends que, il ne cherche pas à me parler dans un but, de régler des comptes ou voilà. Je sens que c'est quelque chose de positif, hein, Mmh. que c'est constructif et d'ailleurs, il va m'expliquer pourquoi ça va être constructif, et pourquoi ça le sera si j'accepte que ce dialogue se poursuive et de le poursuivre avec lui. Bon, donc j'aurai encore des réticences, hein, pendant longtemps parce que ça va durer plusieurs semaines donc Mmh. très souvent, je me dirais: «Bon, tu es en délire, tu fais une espèce d'auto-analyse, de problèmes que tu as eu avec ton père et que tu avais pas réglé avant». Enfin bon bref, je me mets vraiment à la place, en esprit très critique. Je suis quand même un ex-journaliste. Il me faut des éléments de preuve, j'ai besoin de voilà et j'ai des doutes
et j'aurai des doutes jusqu'à la fin du dialogue d'ailleurs, hein, mais en même temps des certitudes absolues parce qu'il va y avoir tellement de choses, Mmh. non seulement de choses qu'il va m'expliquer sur ce qu'il est en train de vivre, mais aussi d'anecdotes que je vais pouvoir vérifier. Alors ça, c'est quand même très sidérant. On va y revenir, ouais, et il te parle du coup comme s'il était dans la pièce, c'est ça? Mais, tu entends cette voix dans ta tête. Comment est-ce que tu pourrais nous décrire finalement ce ressenti? Alors je ne le vois pas, mais il est dans ma tête, mais il est tellement présent dans ma tête que c'est comme s'il était là. Mais je ne le vois pas physiquement, c'est-à-dire, enfin, je le vois pas, il est pas au pied de mon lit ou il est pas dans la chambre, mais il est dans ma tête, comme si on était dans la même pièce, quoi. C'est comme une conversation que j'aurais pu avoir avec lui, à la période où il était malade. Enfin, il est là, Vous cognez aucun doute là-dessus. effectivement, Et d'ailleurs, à un moment donné, comme il sait que j'écris, je tape ouais, à l'ordinateur très vite parce que je tape avec mes 10 ouais. doigts, je viens de la presse écrite, donc j'ai appris à écrire, voilà. Il me dit: «Prends ton ordinateur et écris». Et je vais tout saisir. C'est-à-dire, notre, échange, notre dialogue, je vais le saisir du début à la fin, ce qui va faire à peu près 150 pages, en simultané parce que j'écris très vite, donc je peux tout saisir. Donc je vais avoir une trace en fait à la fin une trace écrite de ce dialogue. Et tu reconnais le timbre de sa voix, mais aussi sa façon de parler? Enfin, jusqu'où vont les subtilités? Et sa façon de parler, vous savez, il y a un truc très drôle, c'est que enfin très drôle, ça m'a pas tellement surpris, mais quand le dialogue a été écrit, bon, à la suite d'un certain nombre d'événements, je l'ai soumis à mon oncle curé, à son frère, avec lequel j'étais en gardé on restait en contact. Bon, on avait des bonnes relations et sur les conseils d'une amie commune, qui m'avait dit: «Tu devrais lui soumettre», je lui ai soumis. Je m'étais dit: «Bon, mon oncle, soit il me dira: "Bon, ça m'intéresse pas", soit il va lire ça en diagonale», enfin je ne sais pas, bon. Bon, et donc je l'appelle en lui disant: «Voilà, j'ai eu cet échange avec, votre frère. Est-ce que ça vous intéresse, de lire, puisqu'il y a un texte, est-ce que ça t'intéresse de le lire?» Il me dit: «Oui, oui, envoie-le-moi». Bon, le soir, un soir et à la première heure le lendemain matin, donc il a lu pendant la nuit, il m'appelle, il me dit: «Vincent, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est mon frère qui t'a parlé». Donc il l'a reconnu aussi à travers sa façon de s'exprimer, enfin bon, probablement, et ça a été le cas de d'autres personnes à qui j'ai soumis le texte, mon frère notamment, parce que j'ai un frère plus jeune. Qui m'a dit: «Oui, il y a aucun doute, c'est notre père, quoi», enfin bon, voilà. Mais moi, j'avais pas besoin d'avoir ces confirmations parce que sa voix, son ton, la façon dont il me dit et surtout ce qu'il va m'expliquer, ce qui est beaucoup plus intéressant parce que, au bout d'un moment, il me raconte tellement de choses concrètes, c'est pas simplement, non, un délire, c'est du concret. Il me dit ce qu'il est en train de vivre. Mmh. Il me donne des détails, il m'explique pourquoi, il m'explique ce qu'il comprend, de sa nouvelle réalité, ce qu'il comprend de ce qu'il a été. Mmh. Il est en fait dans une situation et ça je vais le comprendre très vite, il est en fait encore très proche, Mmh. de la Terre, donc ce qui a sans doute permis ce contact et donc il sent qu'il est attiré vers autre chose, il sent qu'il me parlera, bon, de ce qu'on sait, c'est la lumière, tous ces trucs-là, ça il m'en parle mais il sent il y est pas encore, qu'il y a quelque chose qui est merveilleux, qui l'attire, mais qui n'y est pas encore. Il a besoin d'avoir ce contact, cette relation, avec moi notamment, avec d'autres, je l'apprendrai par la suite, mais il ne me dira pas qui. Mais, je sens vraiment qu'il est très proche, vous voyez? C'est Et voilà. du coup, avant de revenir un peu plus tard justement sur l'évolution de la relation, parce que ce dialogue finalement a permis une forme de réconciliation, on va y revenir. Mais j'aimerais qu'on s'intéresse justement à ce que nous disent les défunts sur l'au-delà. Et là, en l'occurrence, ton père va effectivement te décrire, cette autre réalité, dans quelle problématique lui aussi il est. Qu'est-ce que tu apprends sur l'au-delà et sur, la relation justement, qui peut se tisser avec notre réalité terrestre? Beh, ce qu'il me dit, hein, c'est que ce qui confirme d'ailleurs ce que tout le monde a entendu, petit, on entend ça, qu'au moment de sa mort, on revoit le film de sa vie. Bon, mais en fait, il m'explique que c'est pas tout à fait ça, on voit pas le film de sa vie, on revoit le film de sa vie en étant dans le regard des gens avec lesquels on a interféré pendant sa vie. Donc ça permet de comprendre, ce que les gens ont Mmh. ressenti, par rapport à la relation qu'on avait avec eux. C'est un peu un effet miroir, mais un effet miroir dans lequel on est à la place et il me dit là et il me dit: «C'est alors ça, c'est mais je comprends à quel point j'ai été un tyran» et il va me le dire plein de fois. Il m'a même expliqué pourquoi il le comprend, comment il réalise ça, pas qu'avec moi, mais avec plein de gens avec lesquels il était très, très tyrannique
et autoritaire, hein. Quand je dis tyrannique, c'est pas un tyran qui emprisonne, c'est un tyran, dans son comportement, de sa façon d'être, hein, bien sûr. Mais et ça, très clairement, il me l'explique. Et Il me dit justement, oui, une des premières problématiques à laquelle il est confronté, si je puis dire, c'est qu'il doit renoncer quelque part au personnage auquel il s'est identifié durant toute sa vie. Est-ce que tu peux nous expliquer, justement ce qu'il entend par là? oui, ce qu'il entend, c'est qu'il prend conscience qu'en fait, il était dans un personnage. Il était, dans un rôle, dans un personnage, mais il était tellement dedans qu'il n'avait pas conscience de l'être, en fait. Et donc la douleur qu'il a générée, les douleurs qu'il a générées, parce qu'il a généré beaucoup de douleurs, il les ressent. Mmh. Il en prend conscience, à partir de là où il est, puisqu'il est plus dans le personnage. Mmh. Donc alors c'est quand même, heu, c'est des moments très, très, je dirais, très intenses. Mmh. Parce que je sens que, il est sur un chemin. Il Et est comment sur tu le vis, toi, en tant que fils, si je puis dire? C'est ton père, finalement, qui est de l'autre côté, qui est confronté à ça. Quelle, quelle émotion te traverse quand tu comprends cette, dynamique-là? Et est-ce que tu as envie de l'aider? Est-ce qu'au contraire, tu te dis: «Bon, bah, voilà, qu'il se débrouille maintenant avec ses affaires»? Qu'est-ce qui se passe réellement dans dans ce contact-là? Moi, je suis heureux pour lui. Je suis heureux pour lui parce qu'il y a très longtemps que j'ai pardonné, ce qu'il a été, et la relation qu'on a eue, parce que je l'ai pardonné, parce que j'ai fait un peu de chemin, entre guillemets, donc en tant qu'être vivant, de mon vivant, je pense avoir fait un peu de chemin pour ça, pour être capable de pardonner. Bon, donc quand il est parti, c'est d'ailleurs ce qui m'avait permis de l'accompagner, les dernières semaines, parce que si j'avais pas pardonné, j'aurais jamais pu l'accompagner. Il était odieux, hein. Alors il était odieux parce qu'il était malade et il souffrait, mais il était quand même odieux, et d'ailleurs un jour je lui ai dit, hein, très clairement. Mais j'avais pardonné, donc tout ce qui s'est passé entre nous, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout ça c'est dans le bouquin, mais je l'avais pardonné. Donc quand j'ai, compris qu'il était en train de lui-même prendre conscience de ce qu'il avait été, beh, j'en ai été très heureux pour lui, parce que je me suis dit: «Bah, finalement il y a une cohérence, dans toute cette organisation, incroyable quand même, hein, il y a une cohérence. On joue un personnage, sur terre, on joue un personnage en étant, complètement son personnage, trop son personnage, ou sans le recul parfois, pas pour tout le monde, mais souvent. Heu et après on débrief en quelque sorte, une fois qu'on est passé de l'autre côté ou qu'on est revenu à une autre «réalité» entre guillemets, on débriefe, l'expérience. Bah, c'est quand même vachement sympa, quoi. C'est un peu comme une entrée en scène, dans un théâtre, où on va jouer, un rôle, et qu'après coup, bah, on va analyser, comment les spectateurs nous ont perçus, quoi. Le jeu de l'incarnation, et on a C'est le vraiment jeu de la création, ouais. même dans l'après-vie, on rejoue certaines situations justement, certaines scènes, certaines problématiques. En fait, le monde se duplique quelque part dans une réalité, autre. Qu'est-ce que tu as appris justement sur ces lois, sur ces règles du jeu, de l'au-delà, sur, ce que lui est en train de vivre? Bah, d'abord, ce qui m'a été confirmé, ce que je pressentais, hein, comme une intuition forte depuis longtemps. J'ai toujours été convaincu qu'il y avait un au-delà, hein, ça, il y a pas de question là-dessus, pour moi, ça a été toujours une évidence. J'ai perdu, des membres de ma famille, très proches, très jeunes, ma mère, ma sœur, ma petite sœur et cetera. Donc très tôt, j'ai été convaincu qu'il y avait forcément un lien. Je ressentais des choses, qu'il y avait un lien, s'il y avait une continuité, ça, j'en étais certain. Mais l'élément peut-être nouveau, dans tout ça, c'est que là, j'ai vraiment pris conscience qu'il y avait pas de séparation. Mmh. En fait, entre ces niveaux, d'existence, entre guillemets, l'existence terrestre et puis l'existence, entre guillemets, «post-terrestre», même si on ne peut plus appeler ça vraiment une existence, il y a plus de corps en tant que tel. Bon, bah, c'est clair, le corps qui sert à l'expérimentation terrestre, reste sur terre et va disparaître. Mais la conscience, se poursuit et en fait, il y a pas de séparation entre les mondes. La séparation, elle est dans notre tête. Elle est dans notre «mental» entre guillemets. Elle est dans notre construction mentale et dans nos certitudes mentales. Mais en fait, il y a pas de séparation. Et ça, c'est pour moi aujourd'hui, une conviction absolue. Alors je cherche à convaincre personne de cela, hein, à chacun de faire son chemin.
Mais pour moi, c'est une conviction absolue. Il y a pas de séparation. Tout est cohérent, tout est uni, et d'un niveau à l'autre, il y a pas de séparation. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut y avoir des passerelles. Celle que j'ai vécue est une passerelle, hein, une communication a pu s'établir. Mais mon père me raconte, dans notre échange, à un moment, qu'il a eu lui-même, des échanges avec, sa femme décédée, donc ma mère, et ma petite sœur, donc qui était, me dit-il, à un autre niveau elle-même, auquel il n'a pas encore accès au moment où il me le parle. Donc ça voudrait dire, entre guillemets, qu'il y a, comme le pensent certains, hein, c'est pas très nouveau, des successions de niveaux. Alors est-ce que ce sont des niveaux énergétiques? Peut-être, des successions si on admet l'idée que, tout n'est qu'énergie, en tout cas dans l'expérience même dans l'expérience terrestre, nous sommes de l'énergie et tout n'est qu'énergie. Peut-être qu'en fait, après, il y a encore des niveaux et une succession de niveaux et qu'on chemine, dans ces niveaux, pour revenir à quelque chose, je ne sais pas, on verra. On verra, on va continuer la discussion dans un instant. Vous savez qu'Inexploré, c'est bien plus que ces, 25 petites minutes gratuites que vous venez de découvrir à l'instant. Si vous voulez vous engager à nos côtés, n'hésitez pas à vous abonner à Inexploré TV, par exemple. Vous allez profiter, de la suite du podcast du jour, mais aussi, de tout un tas de documentaires dont, l'un des derniers s'intitule «Qui sont nos guides?». Regardez cette belle affiche, on s'est intéressé, aux anges, aux esprits protecteurs, aux entités lumineuses, aux maîtres ascensionnés en se demandant: comment nous aident-ils réellement au quotidien? Est-ce que les anges sont en jeu, sont en nous ou est-ce qu'ils vivent autour de nous et comment les contacter? On a posé la question à différentes, médiums, Sonia Choquette, Géraldine Garance, Catherine Hudson ou encore Philippe Faure, historien à l'université, d'Orléans. Alors évidemment, en vous abonnant, vous allez aussi, bénéficier de bien d'autres documentaires comme, heu, un documentaire sur la mémoire cellulaire qui était un documentaire phare qui est sorti juste avant celui sur les guides. Chaque semaine, vous profitez de plein de contenus touchant à la spiritualité et à l'extraordinaire avec des podcasts, des documentaires, des reportages, des magazines. Donc je vous invite vivement à aller jeter un coup d'œil sur inexploré.com et pour votre information, le nouveau magazine d'Inexploré est aussi disponible depuis peu. On l'a consacré à l'animisme. Pourquoi cette spiritualité va changer nos vies? Eh bien, si vous voulez connaître, notre avis sur la question, achetez-le en kiosque durant, cet été 2025 ou mieux encore, abonnez-vous et vous le recevrez, directement à la maison. Si vous sentez, une exploratrice ou une explorateur, de la conscience, eh bien, embarquez dans l'aventure avec nous. On a besoin de votre soutien et comme ça, on se retrouve aussi juste après avec Vincent Terrien pour la suite de notre entretien. Comment on peut aider un défunt à évoluer, à avancer? Est-ce que le pardon, même venu depuis l'au-delà, peut vraiment nous libérer? On essaiera aussi d'avoir d'autres secrets, venus de l'au-delà pour mieux naviguer dans notre, réalité terrestre. Abonnez-vous et on se retrouve dans un instant.